Bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Au sommaire, les blockbusters de la télé. Mes invités tiennent les rênes des grandes soirées de divertissement de leur chaîne. C'est à eux qu'on confie les émissions au format les plus puissants. À l'un The Voice, à l'autre Pékin Express. Bienvenue Nikos Aliagas, bienvenue Stéphane Rothenberg. Merci, bonjour. Face à vous, Nikos, vous n'êtes pas venu seul. Hein, oui. On les connaît, on les entend. Voilà, les 4 talents de The Voice. Bienvenue à vous, bienvenue Juliette, bienvenue Manon, bienvenue Guy, bienvenue Caroline. Vous êtes encore en course dans la compétition. Vos coachs vous aiment toujours, ils ne vous ont pas déjugé. Tout se passe bien. On se demandera d'ailleurs quelle est la vie hors plateau, comment ça se passe, comment vous préparez les émissions et si vous avez tous réellement intérêt à gagner, puisqu'on s'aperçoit que les gagnants, c'est pas toujours ceux qui gagnent à la fin, en tout cas dans les bacs. Allez, on va démarrer cette émission par le j'aime, j'aime pas. Je m'adresse au taulier du divertissement sur le j'aime, j'aime pas. Nikos, on va démarrer par vous. J'aime, j'aime pas Rising Star, c'est le télécrochet que s'apprête à lancer. Ça m'intéresse. Voilà, vous savez, ça va démarrer dans quelques mois. Laissez-moi le voir d'abord et je vous dirai. Je vous explique un peu le concept. Je connais le concept. Voilà, alors là, il n'y a que les journalistes qui m'en parlent. Il n'y a pas de SMS pour voter. Là, les gens, avec leur tablette, vont pouvoir voter et apparaître à l'écran aussi, hein, en choisissant les candidats. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas ce principe? J'aime le principe parce que je l'ai fait sur les Energy Music Awards. Déjà, le mec, bonne réponse. Allez, bing. Après, je suis pas du tout mauvais camarade avec ça. Tant mieux, c'est bien pour le genre, parce que nous-mêmes, quand on est venus, on disait les talents, les émissions de talent, ça marche pas. Ne tue pas le télécrochet. Si c'est de la bonne qualité, si c'est bien produit, si vous vous en donnez les moyens, c'est bien pour tout le monde. C'est vous qui avez présenté Rising Star ou pas, Stéphane? Je pense pas que ce soit prévu au programme, je suis un peu encombré, vous savez, en ce moment, avec toutes ces émissions. Oui, mais vous êtes protéiforme dans votre talent d'animateur, donc non. Voilà. Non, mais alors là, je vois pas où on le case, ou alors il faudrait que j'arrête d'autres choses. Bon, donc ça, c'est pas au programme. C'est déjà une information. Bon, Stéphane Rothenberg, gardez la parole. Présentez justement tous les concepts événements d'M6. Ça vous plaît? Vous aimez? Vous n'aimez pas? C'est pas mal. C'est pas mal finalement. Il y a pire. Il y a pire. Non, c'est vrai que quand c'est les vrais. C'est vrai qu'on a la chance, Nikos et moi, de faire les grosses machines, les grosses productions. Oui. Ça fait toujours plaisir en télévision d'être d'être à la tête de machines qui. Dernière en date, c'était vous patiniez avec les stars. Hein. Absolument. Voilà. Et là, Pékin Express va démarrer. On va en parler dès mercredi. Nikos, racontez sa vie sur les réseaux sociaux. Vous photographiez tout ce que vous croisez avec beaucoup de talent d'ailleurs. Hein, et... Tu me donnes des cours parce que moi je suis nul pour ça. Mais alors, quel plaisir vous ressentez? Parce que déjà, je parle pas de la mienne beaucoup, mais de mon regard, de ce que je partage avec les gens. C'est-à-dire qu'hier, il y a cette semaine, j'ai interviewé par exemple Forest Whitaker. Tout le plaisir, outre l'interview, c'était d'avoir un vrai portrait en noir et blanc, de le travailler et de le partager. Donc moi, c'est la photo, le réseau social et même pendant les émissions. Par exemple, samedi dernier, hier soir, nous étions en direct. Tout, j'arrête pas. Je vais vous tweeter aussi. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est la simultanéité et le partage en direct. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi, c'est vrai que j'avais même perdu mes codes d'accès parce que des mois et des mois, vous n'y allez plus. Non, mais jamais. Oui. Moi, je l'ai ouvert. J'ai fait 3 semaines. Mais ensuite, j'ai tout arrêté. En direct, ça aide pas. En direct, ça aide pas. Voilà. Donc moi, j'ai pas les émissions pour. Là, on m'a demandé de le refaire, donc j'ai réouvert. Enfin, peut-être que tu me retweets, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et donc, j'ai un compte certifié qui marche pas depuis des mois et des mois et des mois. Mais pour autant, c'est bien vous, hein. C'est moi, celui qui est certifié. Il y a des faux. Voilà. Il y a des faux. Je le précise qu'on a eu du mal. Et il y a un vrai qui est certifié, mais qui n'avait pas marché qui a marché 3 semaines. Donc, je le reconnais. Donc là, il va remarcher. Et là, il va remarcher. Alors, promis, mais il faut que tu m'apprennes vraiment. Alors, pour terminer, Stéphane, le retour de Koh-Lanta annoncé sur TF1, un autre jeu d'aventure. Vous aimez, vous n'aimez pas? J'espère. Mais c'est pour ça, chacun son tour. Non, mais c'est un drame, c'est horrible, bien sûr. Mais c'était pas une raison pour, bien sûr, arrêter un programme qui plaît à des millions de gens, 7-8 millions de gens. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Le tournage devrait débuter. Et ce sont les mêmes équipes de tournage. Incessamment. Les gars derrière la caméra sont à peu près les mêmes. Oui, je sais. Donc, on fait partie d'une génération, pardon, Mathias, qui se respecte beaucoup. Déjà, on se connaît depuis longtemps. C'était mon patron quand je faisais l'émission. C'est pas vrai. Mais c'est-à-dire que c'est grâce à lui que vous faites de la télé un peu? En quelque sorte, puisqu'il avait validé mon casting à l'époque de Bravo et des Union Libre. Le casting, voilà. J'étais derrière la caméra à France 2. J'avais des patrons plus importants que moi, mais j'étais déjà rédacteur en chef et on me présente le casting d'une émission présentée par Christine Bravo. On était en 1972, c'est ça? C'était 98 et on nous montre effectivement et tout de suite effectivement Nikos faisait quand même la différence, faisait partie parce que c'était donc tous les chroniqueurs européens. La Grèce, a priori, on n'en parle pas beaucoup en Europe. Et Nikos était toutes les semaines, parce qu'il était devenu une vedette très très vite, alors qu'a priori, il n'y avait pas grand chose à dire sur la Grèce, pour être très honnête, pardon Nikos. D'ailleurs, je me démerdais avec des vieilles traditions improbables. Mais il avait tellement de talent, c'est vrai qu'il a émergé. Alors, si vous n'aviez pas validé son casting, il n'aurait peut-être pas jamais fait de. Il bossait déjà, il était oui, mais il n'aurait peut-être jamais fait la Star Academy, TF1 l'aurait peut-être jamais appelé. Vraisemblablement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait partie d'une génération qui, à l'époque, on était, on va dire, plus sérieux, on n'était pas des battleurs, mais si on nous avait dit à l'époque, tous les deux,
qu'on allait faire 15 ans de métier en faisant des grands événements, toi sur M6, moi sur TF1, personne ne l'aurait cru, nous en premier. Et ça s'est passé comme ça. Allez, on va parler de The Voice, on va parler de ce que vous vivez au quotidien depuis maintenant plusieurs mois, parce que les castings à l'aveugle, les fameux sièges qui se retournent, ça s'est tourné maintenant il y a longtemps. C'est encore bien frais dans notre mémoire, mais allez, je vous propose justement de se rafraîchir la mémoire avec vos différentes prestations lors de la phase de casting. Ain't no sunshine when he's gone. He's always gone too long. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Et même si je savais pas, j'imagine tout c'est encore pire. Tu pourrais tomber amoureux, recommencer une vie à deux. Plus tu la désires et plus j'expire. Fever in the morning, hey. Oh, fever all through the night. Yeah, no, fever. You're my missus and you know I'm gonna treat you right. You give me fever, fever in the morning, hey. Reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Personnage. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Vous les aviez beaucoup revus, ces images, Iggy? Ouais, j'avais regardé quand même. On passe à la télé, on regarde ensuite, donc ouais, j'avais regardé quelques fois. Alors vous êtes le plus vieux de la troupe, là, en tout cas de vous quatre, vous avez 29 ans, vous avez pas mal bourlingué autour. Vous êtes toujours cuisinier, m'a-t-on dit, toujours, j'y étais ce matin, là. Voilà, vous continuez votre activité. Jusqu'à combien de temps vous allez continuer d'être cuisinier? Je sais pas, là ça devient un peu compliqué parce que le rythme s'accélère un peu, c'est plus intense, on prépare pas mal les choses. Donc jusqu'à ce que... Vous faites pas le catering en coulisses, c'est pas vous? Non. Est-ce que ça change un peu par rapport à tes patrons et par rapport aux gens avec qui tu travailles, le regard, il banne un peu? Mon patron il est content parce qu'il y a quand même une petite exposition médiatique liée... Ça lui apporte des clients. Ça lui apporte des clients, c'est la cuisine d'Iggy, quoi, en fait, non? Ouais, non, pas vraiment. Disons que ça dynamise les clients qui sont déjà là, c'est plutôt ça. Voilà, il y a Masterchef pour l'année dernière, pour l'année prochaine, pardon. Alors, comment vous vous êtes les uns et les autres retrouvés dans cette aventure? Parce qu'on le sait bien, c'est pas un casting, en tout cas, comme ça le pouvait l'être pour Nouvelle Star ou Star Academy, c'est-à-dire que vous postulez pas de longue date en province. On fait appel souvent à vous. Est-ce que ça a été le cas, d'ailleurs, Caroline? Alors, vous êtes la plus jeune, vous avez 19 ans, vous nous venez du Canada. Ouais. On est venu vous chercher là-bas? Oui. C'était vraiment bizarre parce que j'avais eu un message sur ma page fan de Facebook, puis on dit allô, on travaille pour Shine France, on serait intéressé. C'est la production, oui. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pensais que c'était une blague parce que, je sais pas. Fait que ça existe au Canada aussi? Ouais, mais au Québec, ça s'appelle La Voix Québec. La Voix. Ouais, La Voix au Québec. Fait que là, je les ai appelés, puis j'ai dit allô, c'est moi que vous avez contacté, puis on dit oui, on aimerait ça faire une session Skype si t'aimerais ça, puis j'ai dit OK. Donc ça a été un casting par Skype? Ouais, mais c'était comme ça m'a surpris, même par Skype, il y avait comme 4 personnes qui étaient comme allô, Caroline, on va faire ça, puis tout, puis moi j'en revenais pas, je pensais que c'était une blague. Mais donc en fait, vous avez tout mis entre parenthèses pour l'instant, parce que forcément, vous ne faites pas l'aller-retour chaque semaine. Donc, ouais, c'est ça. Mais là, je suis ici jusqu'à temps que je suis éliminée. Manon ou Juliette, comment ça se passe? Comment vous êtes-vous? C'est de la même manière des castings un peu... Enfin, on est venu vous chercher, c'est ça en fait? C'est pareil pour tout le monde? On est venu vous chercher? Il y en a qui s'inscrivent, je crois, sur Internet. Vraiment, après moi, perso, j'ai envoyé un mail pour une comédie musicale en mettant une bande démo et on m'a dit viens passer The Voice. Donc j'ai dit OK. Manon. Moi, on m'a appelé, on m'avait déjà appelé en fait pour The Voice 1, puis 2, puis 3. Et vous aviez refusé de venir? Ouais. Et pourquoi cette fois-ci vous avez accepté? Parce que j'étais prête, tout simplement, je pense, dans ma tête. Il y a une réticence quand on postule à faire carrière, à devenir chanteur, à devenir musicien, une réticence à passer encore aujourd'hui en 2014 par les télécrochets, Iggy? C'est toujours un peu délicat, surtout que, je parle que en ce qui me concerne moi j'ai quand même passé derrière dans la musique indépendante, ça fait 10 ans, donc il y a toujours un peu la question de savoir est-ce que ça va pas... Si on va se compromettre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va pas refroidir certains partenaires avec qui on travaille déjà? Et puis au bout d'un moment, il faut se faire confiance. Et puis on parlait tout à l'heure de Stromae, je pense qu'il a bien montré cette année qu'on pouvait arriver
toucher un public aussi large que voilà, des Inrock à la mère de famille. Donc fort de ce qu'il a montré lui, je me suis dit il faut y aller et puis voilà, tant qu'on est sincère, de toute façon a priori ça devrait le faire. Alors Nikos, The Voice fabrique-t-il vraiment des stars en fait? Je le disais un peu en rigolant au début, il vaut mieux ne pas gagner à la limite, mais est-ce que c'est le cas selon vous? Je ne sais pas s'il fabrique, mais en tout cas dans The Voice on met en avant des talents. Et il y a effectivement une voie discographique qui peut marcher ou être plus difficile. Pourquoi c'est toujours plus difficile pour ceux qui gagnent? Les deux derniers... Et puis en même temps, ça va tellement vite pour ceux qui ne gagnent pas nécessairement, comme Luc Arbogast par exemple, qui était aussi dans la musique plus pointue, du côté des indépendants, et qui a été triple disque de platine. Donc il y a plusieurs vitesses. Déjà, il faut un rendez-vous de titre. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'à partir du moment où l'émission se termine et qu'on nomme un gagnant, que c'est fini pour nous, on ne s'en lave pas les mains. On veut évidemment qu'il fasse un bout de chemin. Après, c'est aussi à la maison de disques de faire le travail et de l'emmener, de faire en sorte que les titres collent à son désir artistique, à son identité musicale. Et ça, c'est une autre partie qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Ça se passe plutôt bien, mais effectivement, le garçon qui a gagné l'année dernière, Johan Frégé, a fait un album, il fait son petit chemin, et en même temps, il chante la chanson de La Belle et la Bête, et il fait un carton avec. Après, c'est des rendez-vous. Du film. Mais l'exposition qu'ils ont, s'ils savent qui ils sont, est-ce qu'ils sont dans une quête qui soit en phase avec ce qu'ils ressentent en tant qu'artistes, peut faire que c'est gagnant pour eux. Ils auraient pu faire la Star Academy avec leur profil. Est-ce que ce sont des profils complètement différents? À l'époque, je ne sais pas si on était prêt, parce qu'il y avait aussi une partie où on les filmait au quotidien, etc. Mais ça, vous auriez accepté? Ce sont les enfants de la Starac qui regardaient la Starac, pour la plupart. Vous avez tous regardé la Starac? Au moins une fois. Non, t'as pas de télé, Guy, t'avais pas de télé. Je les connais tous. Voilà. Mais est-ce que vous vous dites, finalement, ne pas gagner, c'est pas grave? Parce qu'au vu de ce qui s'est passé pour d'autres qui n'avaient pas gagné, d'ailleurs dans Nouvelle Star aussi, Camilla Jordana n'a pas gagné et on la connaît aujourd'hui. Complètement, c'est ça qui est bien pour The Voice, c'est que c'est au jour d'aujourd'hui le télécrochet qu'il faut faire si on veut pouvoir avoir une bébé carrière ou même une grande carrière. Donc voilà, il faut au moins passer. Donc là, plus nous on avance, mieux c'est. Après, oui, gagner ou pas gagner, finalement, ça ne changera pas grand-chose pour nous. Il y a un réel esprit de compétition entre vous, Manon? Non, il n'y a pas un esprit de compétition. Je pense qu'on est tous là pour la même chose. Après, on s'y prépare différemment. Non, après, on sait qu'au final, qu'importe où on va arriver, si on gère bien le truc, je pense, et si on est prêt derrière, on va pouvoir faire quelque chose derrière, qu'on gagne ou pas. Après... je vois des fois des gens qui disent les talents ne veulent plus gagner. Moi je dirais pas non plus, perso. Quand on arrive pas loin de la ligne d'arrivée, à ce moment-là, la compétition elle arrive, c'est humain, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas soif de notoriété. Je ne sais pas comment c'est dans tes émissions, mais je crois qu'il y a une génération de participants, de talents ou de gens qui veulent faire de la télé pour l'aventure, qui n'ont pas soif de la notoriété. Dont avaient soif au début de la télé-réalité certains gamins ou à l'époque de la Starac. Ils savent comment ça marche. Donc c'est pas à tout prix qu'ils veulent poser dans les magazines. Voilà, sauf s'ils ont un truc à dire et partager. Ça arrive quand même. Si c'est juste pour être connu, je ne sais pas si ça les intéresse. Et tout se joue pas dans le choix de la chanson ou dans le choix de la mise en scène, parce que forcément une mise en scène efficace, vous êtes d'accord Juliette, favorise la voix du public, l'adhésion du public. J'ai eu un déclic pour les gens à partir du moment où j'ai chanté Bang Bang. Et c'était mon choix, j'avais décidé de faire ça dans une version que je... C'est toujours vous qui imposez vos choix, Iggy, vos reprises très scénarisées. Jusqu'à maintenant, j'ai eu le contrôle total du choix et des prestations. Je pense que c'est important de le dire aux gens, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens comme moi qui viennent du milieu indépendant qui sont assez frileux. Oui, ils ont peur qu'on leur impose de chanter des trucs qu'ils n'ont pas envie. Il n'y a pas de grand méchant loup, et du moment que les gens sont force de proposition, ils acceptent tout à fait. Eux, ça les aide d'ailleurs, ils sont contents qu'on arrive avec des idées. La semaine prochaine aussi, le public aura son mot à dire, puisqu'on leur a proposé 2 chansons. À partir desquelles le public pourra garder une chanson pour qu'un des talents le chante. Et le public va avoir droit de regarder le journal maintenant, et nous on se retrouve tout de suite après avec l'équipe de The Voice, Stéphane Rothenberg qui viendra nous parler de Pékin Express, et bien sûr Nikos, à tout de suite. De retour dans la semaine des médias, toujours en compagnie de l'équipe de The Voice, j'allais dire la troupe de The Voice, puisque vous êtes encore en lice, les 3, c'est pas la bande à Basile, c'est la troupe de The Voice. Ce sont les 4 candidats encore en lice dans chacune des équipes. Vos coachs sont encore fiers de vous, Nikos aussi. Nikos et son téléphone, car il nous prouve qu'il n'arrête pas. Voilà. Est-ce que vous dormez avec, Nikos? Bon. Ma femme me l'interdit. C'est ça. De toute façon, vous dormez plus, parce que maintenant vous avez un bébé, donc vous dormez plus. Voilà. Donc, non, je laisse loin. Et en compagnie de Stéphane Rothenberg qui viendra nous présenter, c'est mercredi que redémarre Pékin Express, la 10e
une saison à risque. Hein. Vous allez nous raconter que le tournage a été compliqué. Voilà, c'est le bon mot. Juste pour terminer sur les télécrochets, y a-t-il encore un avenir pour les télécrochets? On l'évoquait en introduction avec l'arrivée sur M6 bientôt d'un nouveau concept, Rising Star. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes quand même l'expert en la matière, vous avez présenté Star Academy, que c'est un genre qui peut encore durer? J'ai vécu l'époque où on disait c'est la fin du télécrochet, c'est mort, quand on a rendu effectivement les clés de la Starac et que d'autres émissions se sont arrêtées. Tout le monde disait c'est fini. Moi-même, j'étais assez sceptique en me disant c'est fini si tu reprends les mêmes ficelles, on va dire. Si tu racontes une histoire différente, et qui plus est, quand on voit la dramaturgie de Voice, le fauteuil, et peut-être demain de l'émission que vous allez faire sur M6, si c'est différent. Il nous a dit que c'était pas lui. Hein. Oui. Enfin, que votre maison va le faire. Si on raconte une histoire qui à chaque fois, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On chante. On a toujours chanté, l'histoire c'est la même. Mais c'est pas le paquet cadeau, c'est le chemin. La mise en scène est différente. Voilà, c'est la promesse que tu fais. Si on arrive à être frais là-dessus, ça durera. Si on joue notre propre rôle et on devient parodique, ce sera la fin et quelqu'un fera mieux. Voilà. Vous aviez peut-être même postulé pour Nouvelle Star, par exemple, sur M6, Manon? Moi, j'ai fait Nouvelle Star. Vous avez fait Nouvelle Star? Ouais. C'est-à-dire qu'on vous a vu à l'antenne jusqu'à quelle période? J'ai fait un prime. Un prime de Nouvelle Star. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est différent? Puisque là, vous avez un élément de comparaison. Bon, déjà, la différence, c'est que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien plus prête à ce genre de démission. Mais encore, vous n'étiez pas prête? J'avais pas encore, je m'étais pas encore trouvée, on va dire. L'identité artistique. Voilà, j'avais pas cette identité. Vous n'aviez pas les cheveux rouges, pas autant de tatouages. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais non, je vais dire que ce qui change pour moi vraiment, c'est l'accompagnement. Je trouve que dans The Voice, j'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que les gens de la prod. Vous lâchez pas. C'est vraiment, on est une famille, quoi. On a vraiment l'impression d'être très bien entouré et que si jamais, voilà, moi, c'est des questions que je me pose et si je vais pas bien, et si je tombe dans les pommes et si j'ai peur. J'ai plus peur parce que. Est-ce qu'ils sont réellement coachs? C'est aussi une question qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce que Mika, vous c'est Jennifer, est-ce que Jennifer vous accompagne réellement ou est-ce que c'est pas juste pour se faire filmer le temps d'un coaching? Avant les primes, on se voyait pas trop, on n'avait pas trop le temps parce qu'on est beaucoup. Là, j'ai passé toute la semaine avec elle. J'ai même été faire du yoga avec elle hier soir. Avec tous les autres candidats. Oui, et vous c'est Garou Higuit, pareil, il est très présent? C'est pareil, c'est exactement la même architecture. Au début, ils ne peuvent pas, en fait, tout simplement parce qu'il y a trop de candidats. Donc, mais à partir de là, on est arrivé sur les primes. Et ouais, on a eu un petit concert privé de Garou dans les loges. Machin, truc, et Mika, qui est la star internationale, il pourrait être intimidant. Est-ce qu'il est pour autant un bon coach? Ouais, c'est exactement la même chose parce que c'est sûr qu'au prime, on est beaucoup plus. Mais là, on est moins. Fait que c'est sûr que, pas juste qu'il passe plus de temps sur le plateau avec nous puis tout. Puis, il nous donne des bons conseils. Mais il flippe aussi, hein. Il stresse autant les coachs. Ouais. Et Juliette, vous, Pani, il a envie de gagner? Enfin, est-ce que vous sentez que les coachs ont aussi, vous êtes un peu leur poulain, quoi? Est-ce qu'il y a compète entre eux? Je ne sais pas s'il y a la compète entre eux, mais en tout cas, moi, je le ressens. Florent, il a envie de gagner, il est au taquet cette année. Il s'est en plus un peu diversifié sur ses talents. Il a été voir plus loin que des grosses voix. Et ouais, non, il est. C'est un vieux loup, il lâchera pas l'affaire. Il a déjà gagné. Le coach, il a gagné, mais il va regarder. le coach gagnant n'a pas de prime, Nico. Ça vous êtes au courant des contrats? Non, je crois pas, mais ils le prennent très au sérieux. Ils s'engueulent entre eux, ils ont un trophée, etc. Et je pense que Pani, le connaissant, le vieux renard qu'il est, va tout faire pour revenir dans l'aventure. On suivra tout ça. Allez, on va traverser les frontières pour parler de Pékin Express, puisque la saison 10 déjà. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Stéphane. Ça, c'est clair. Ça fait quelques années déjà. La saison 10, à la découverte des mondes inconnus. Alors chaque année, forcément, vous nous vantez le mérite des paysages traversés. Ça sera toujours plus exceptionnel. Là, vous traversez des pays, a priori, où peu de visiteurs. Il y a encore 3 ans, on ne pouvait pas aller en Birmanie. Donc ça démarre en Birmanie. Hein. Voilà, ça démarre en Birmanie. Ouais. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas y aller personne. On est la plus grosse télévision, la plus grosse équipe à être jamais allée en Birmanie. Normalement, il y a du news, 2-3 personnes, des documentaires, 7-8 personnes. Mais 120 personnes de Pékin Express, ils n'avaient jamais vu. D'ailleurs, à la douane, ils ont été assez sidérés un peu en se demandant ce qui allait se passer. Ils ont géré, ça a été relativement facile. L'Inde, un pays là pour le coup sans problème. Mais nous, on est allés dans le Nagaland, qui est une enclave très différente. Là, on a eu des soucis. Oui, vous allez nous dire. Le Bhoutan, c'est le dernier pays à avoir eu la télévision. Ils ont eu la télévision en 1999. Ils ont une chaîne et quelques heures par jour. Donc, ils n'ont pas de vol. Non, mais ils n'ont pas loupé Starac, du coup. Ça démarre en 2001. Et on finit au Sri Lanka. Le Sri Lanka, il y avait encore une guerre civile il y a 4 ans. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des... Et en plus, on va... Loin, on va dans les endroits touristiques merveilleux parce que c'est important. Et puis on va aussi loin des parcours touristiques, rencontrer des ethnies. Ça peut, pas tant que ça finalement dans ces pays-là. Là finalement, le plus gros problème, c'est les autorités.
Les bestioles, parfois, parce qu'il y a beaucoup de serpents venimeux dans certains endroits du Sri Lanka. Et c'est le pays où il y a le plus grand nombre de morts par morsure de serpent par an. Ça, c'est une bonne approche touristique. C'est mieux de Voice. C'est-à-dire qu'il faut réinventer Pékin Express chaque année, comme ça, en repoussant un peu les limites pour continuer à séduire le téléspectateur. Alors, il faut toujours bouger la ligne. Le concept, c'est toujours des couples qui partent avec 1 euro par jour et par personne faire 10 000 km. Ça change pas. Le concept de base ne change pas. Ensuite, bien sûr, on fait évoluer. On a voulu, et on a eu raison, d'aller en Australie, en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais c'est vrai que finalement, aller dans les pays où quasiment les gens... C'était les États-Unis l'année dernière. Les États-Unis l'année dernière. Alors, Louisiane, Alabama, Mississippi, je peux vous dire que c'est quand même très exotique. C'est pas la Californie ou le sud de la Floride. Hein. On est déjà, c'était quand même très particulier. Mais c'est vrai qu'on était dans des pays où quasiment les candidats allaient voir des gens qui avaient presque le même mode de vie, voire qui vivaient mieux. Parce que voilà. Donc l'audience était un peu étiolée l'année dernière. Voilà, l'année dernière, vous mettez ça sur le dos de quoi, justement de ces images qui étaient moins... On s'est peut-être dit ça. On s'est dit peut-être qu'aller aux États-Unis ou aller en Floride, c'est pas une bonne idée. Là, on a fait presque un retour aux sources. La première année, on avait fait Russie, Mongolie, Chine, 10 ans après la chute du mur ou à peu près. Donc c'était un défrichage. Là, c'est pareil, si ce n'est que c'est encore plus frais. Il faut vous dire que les Birmans, quand ils nous ont vu arriver, ils étaient quand même très très surpris. Dans certains villages, ils n'avaient vraiment jamais vu d'occidentaux. Est-ce que vous êtes inspiré du succès de Rendez-vous en terrain connu pour réfléchir au parcours? On va dire que c'est l'inverse parce qu'on est arrivé bien avant eux à la limite. Non, mais pour choisir ces parcours avec ces pays qu'on ne visite pas. C'est vrai, mais lorsqu'on a été en Afrique, dans certains endroits, là aussi, c'était aussi très très loin de nos bases. Donc non, ça reste Pékin. Si ce n'est que c'est vrai que la vraie différence, c'est qu'on a un tout petit peu réduit le temps de course pour permettre aux gens de passer plus de temps avec les proches, les habitants. Et on a rajouté quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça, en revanche, normalement, l'un des sels de Pékin, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre et vous essayez avec des gestes, avec une manière de faire. Là, une fois qu'ils se sont débrouillés à trouver le logement et la nourriture, ils ont bien galéré. Voilà, ils ont bien galéré. Et on regarde le programme. On a fait venir un traducteur. C'était nos traducteurs en fait, qui nous aident pour notre production. En fin de soirée, juste pour répondre aux questions que chacun se pose sur l'autre. On s'est dit, on va tourner, on verra. Ça change quoi? Plein de choses. Ah bon? D'abord parce que les locaux posent plein de questions déjà. Ils sont super curieux. Et puis déjà, c'est tout bête, hein, mais c'est combien tu as d'enfants? C'est quoi exactement ton métier? Sociabilise plus, on va dire. Mais oui, il y a 10 000 questions. On n'était pas sûr de le garder au montage. Et on va le garder parce que ça marche très bien. Alors cette année, on retrouve d'ailleurs aussi d'anciens candidats qui participent. C'est aussi un peu le casting qui est différent. Et puis il y a eu cette arrestation de quasi la totalité de l'équipe. C'était en février en Inde, dans cette zone proche du Népal, à Chalsa, c'est comme ça que ça s'appelle. La police est arrivée à l'hôtel. Les militaires sont arrivés à l'hôtel et ils ont saisi. Le problème, c'était les téléphones satellites. En gros, ils vous prenaient pour des espions. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire qu'en fait, on s'envoie des SMS parce que c'est beaucoup plus rapide, soit par satellite, soit par GSM. Et moi, je suis HH1. Et puis, il y a d'autres, HH2. Il y a des noms de code. Il y a des noms de code avec HH1, kilomètre 12. Enfin, il y a plein de noms de code. Et ça les a hystérisés. Il faut savoir que c'est une zone où les Nagas du Nagaland préféraient ne pas être indiens. Ils préfèrent être Nagas et habiter au Nagaland et pas en Inde. Et donc, il y a des groupuscules indépendantistes qui ont les mêmes téléphones satellites que nous et qui prenaient GHH2, il est là. et qui ont fait le même parcours que nous. En fait, les autorités indiennes nationales n'avaient pas de problème avec nous. Les autorités locales elles sont tendues parce que là-bas il y a des affrontements. Alors là, ça fait sourire, mais j'imagine que sur le moment vous n'avez pas rigolé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment craint de vous retrouver en prison? Alors, au début, ça démarre très calmement. Vous avez des militaires qui arrivent, mais beaucoup, armés, vous demandent vos passeports, très calmement, partent et ils plantent 4 gars armés devant votre hôtel. Vous n'avez pas le droit de sortir. Bon. Ils prennent les passeports? Ouais, ils prennent les passeports. Ça, c'est mauvais signe. Ah oui, c'est mauvais signe. Du coup, vous ne pouvez vraiment pas bouger. Et vous avez des gars devant votre chambre d'hôtel pour vous empêcher de sortir. Et puis on vous dit demain matin vous partez. Et vous n'avez plus de téléphone donc? Non, on avait nos téléphones normaux. Vous aviez normaux. Ce qui fait que c'est quand même. Et demain matin vous partez. Bon. Donc le matin, on mettait nos valises. Et en fait, tous les matins, puis tous les midis, puis tous les soirs, on espérait partir. Puis on est resté bloqué 5 jours. Et 3 d'entre nous sont encore là-bas. C'est ça. Et donc ça fait combien de temps maintenant? C'était en février. Ouais, 2 mois. Il y a une procédure en cours. Ils sont à l'hôtel ou ils sont Oui, ils sont à l'hôtel. Personne n'a jamais été arrêté. Réellement, qu'est-ce qu'ils risquent les 3 qui restent? On va dire de rien, ce qui est vraisemblable. Maintenant, vous savez, c'est une procédure judiciaire, il faut respecter les procédures en cours. Mais M6 ou la production n'a pas fait jouer, je sais pas, le Quai d'Orsay ou des...
Vaut mieux pas. Alors, il y a 14... Alors, le Quai d'Orsay a été informé, a fait son travail, je crois. Mais c'est vrai que, vous savez, dans ce genre de cas, il y a un juge souverain. Et si vous mettez des pressions de gouvernement... Il le prend très mal. Il peut mal le prendre. Ouais. On nous a dit, respectez les habitudes. Là, c'est pas un rapide quand même, parce que ça fait 3 mois pour... Ouais, en France, je suis pas sûr que ce serait plus rapide. Oui, remarquez, vous avez raison. Voilà. On nous a dit, au début, on était comme ça. Ils nous ont dit, écoutez, on vous laisse partir. En fait, visiblement, il y a un juge qui ne croit pas à la vérité du fait que ce soit une émission de télévision. Alors, on va lui montrer. Ouais. Mais voilà, on pourrait presque en rire, mais franchement, nous, on pense tous les jours aux 3 qui sont là-bas. Encore une fois, ça va, ils sont bien traités, etc. Ils vont rentrer. Ils ne sont pas assignés à résidence, ils peuvent sortir de l'hôtel. Ils sont sous contrôle judiciaire, puisqu'effectivement, ils doivent faire signer, ils doivent signer un registre au commissariat tous les 3 jours. Donc voilà, mais ils sont effectivement pas assignés à résidence. Ils bougent. Outre cet épisode, c'est vraiment un tournage dangereux. Pékin Express. Pékin Express, c'est dangereux par la route, parce que quand vous faites de la route, vous voyagez... n'importe qui, des gens mal oui, alors la sécurité, franchement, dans ces pays-là, vous êtes plus en danger dans des quartiers particuliers de Miami, à Rio ou ailleurs. Franchement, pour votre intégrité physique, dans ces pays-là, moi, j'ai pas peur du tout. Par rapport à d'autres pays qu'on a fait jadis, vous n'avez pas peur. Donc, vraiment pas. Hein. Ensuite, vous pouvez avoir des tracasseries administratives, ou judiciaires. Sinon, voilà, quelques bestioles. Mais non, c'est des pays très sûrs. Les gens sont adorables. Il y a beaucoup moins de violence urbaine. On vous braque pas quelque chose. Vous craignez pas votre portefeuille, votre montre, votre téléphone ou quoi que ce soit, comme dans beaucoup de pays. Hein. Non, c'est des pays très très sûrs, formidables d'accueil. Je voudrais pas qu'on réduise l'Inde à des gars qui nous mettent des flammes sur la tempe. On verra pas que ça. Non, mais on le verra parce qu'on pourra pas le cacher, parce que c'est très bizarre, parce que nous, en revanche, on a dû tout réécrire parce qu'on a donc perdu. Donc il y aura 5 cet épisode dans. Oui, parce que pour la première fois dans Pékin, on a perdu 6 jours de tournage. Et Nico, c'est que vous connaissez aussi ça, 120 personnes qui travaillent pendant 45 jours. Si vous les arrêtez pendant 5 jours, c'est inimaginable. Ça a été un looping pour la production. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi pour oui, je pense que le producteur transpire à grosses gouttes encore aujourd'hui. Mais oui, c'est un vrai problème. Ça a été un problème. Il faudrait essayer de mixer les concepts. Là, je sais qu'il y a... Je vous emmène si vous voulez. Non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils gagneraient leur vie en chantant, par exemple. Mais par exemple... Je sais qu'Iggy a fait beaucoup de chansons de rue, peut-être les unes et les autres. Et vous savez que la chanson, c'est... le soir, les candidats, c'est l'un des premiers trucs qu'ils font, même s'ils ne savent pas chanter, ou que les gens font avec les invités. Chantent avec les Ils chantent et ils dansent. C'est ça. Ça arrive aussi. La musique, c'est un partage universel, quoi. C'est un langage universel. Donc, ça ne vaut pas comprendre si tu es sensible à la voix, si tu es sensible à des vibrations. On est tous de la musique du monde entier. Ça nous touche. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. Je crois qu'Iggy, vous avez bourlingué en Slovénie, c'est ça? J'ai lu ça. J'ai habité en Slovénie. Vous avez habité en Slovénie pendant 3 ans. D'accord. Vous êtes peut-être une star là-bas alors. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 millions de personnes en Slovénie. Mais c'est pas mal déjà d'avoir 2 millions de femmes. Paris dans un pays, quoi. Donc, il faudrait que j'y retourne. Vous regarderez Pékin Express, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez suivi. Alors Caroline, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. J'ai pas le poste, malheureusement. D'accord. Mais les uns et les autres, c'est un programme. J'ai toujours regardé j'ai toujours été fan de l'émission et je crois que si j'étais pas chanteuse, je me serais inscrite carrément. Mais il y a parfois des chanteuses. C'est pas un métier professionnel, aventurier. Non, c'est vrai. Mais bon, après, c'est vrai que quand t'as fait ce genre de... Enfin, faut pas tout mélanger, quoi, je pense. Mais les trucs roots comme ça, partir avec mon sac à dos, faire du stop et tout, j'ai toujours kiffé ça. Donc, C'est vraiment roots ou ils ont un petit confort quand même? Non, c'est vraiment... ça dépend où et ça dépend chez qui ils sont. Alors, avec l'habitude, ils essaient de chercher des belles maisons quand on en trouve dans les villages. Voilà, de voir. Mais par exemple, dans toute la partie où on a été en Birmanie, il n'y a pas l'eau courante dans les villages. Il y a un point d'électricité qui est généralement l'endroit où il y a... Ce qui est fou, c'est qu'Internet, maintenant, vous l'avez dans tous les villages, mais un point. Et puis le reste du temps, c'est la borne Wi-Fi du village, quoi. Ouais, avant c'était le four à pain, maintenant c'est. Non, mais je suis étonné, c'est que vous savez que l'internet est maintenant partout, même dans les gens qui vivent avec la terre chez eux, c'est assez étonnant. Mondialisation oblige. Ouais. Mais j'emmènerai Nikos un jour sur Pékin, avec un sac à vous amener en Grèce avant, peut-être dans son île. Allez, on vous retrouve Pékin Express mercredi à 20h50 sur M6 pour cette 10e saison. Et puis dès samedi prochain, c'est à vous, ce sera à vous de jouer, de défendre chèrement votre place, Caroline, Iggy, Manon, Juliette, en compagnie du maître de cérémonie, de Nikos. Voilà, nous on se retrouve même heure, même endroit. Merci pour l'invitation, merci. Merci.